merci ce matin de nous avoir rejoints pour ce nouvel atelier. En quelques mots, Pinkinov, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui passe cette année ses 7 ans et qui regroupe des hommes et des femmes de l'innovation. Notre idée, c'est de désiloter nos connaissances, d'être un lieu de partage et surtout dans un esprit très maker. Et c'est pour ça que vous aurez la chance de participer à un atelier méthode inexacte piloté par Véronique et Claudia, et que je remercie vraiment pour tout le travail de préparation qui a été réalisé sur cet atelier, les échanges, les tractations, les réflexions pour mener à bien ce sujet qui aujourd'hui est souvent abordé à la fois dans les entreprises, à la fois dans notre monde économique. Et hier, je discutais encore avec quelqu'un et c'est un sujet qui est ressorti, sur lequel il est intéressant de pouvoir partager et de co-construire. Donc, Pinkinov, pour cette année 2021, c'est beaucoup orienté sur tout ce qui était smart. On a commencé l'année dernière à travailler sur la responsabilité sociale et sociétale des entreprises en termes d'innovation, avec le lancement justement d'une enquête au niveau international avec Cage, qu'on est en train aujourd'hui d'analyser pour en sortir un livre blanc. Et nous avons commencé notre année en évoquant des sujets sur la smart fintech, sur la smart city, la smart energy, aujourd'hui la smart diversity, et nous préparons avec Dominique Barrault le prochain événement qui sera sur la smart biodiversité. L'idée vraiment pour nous, c'est de partager, d'être très large en termes d'approche pour permettre à nos membres de comprendre plusieurs choses. En quoi la complémentarité homme-femme, quels que soient les sujets, est juste performante, en quoi l'intelligence collective nous permet d'aller plus vite, et surtout de garder cet esprit maker qui est le nôtre pour que, une fois sortis de nos ateliers, vous soyez en capacité de pouvoir le partager, l'utiliser au sein de vos entreprises ou dans votre quotidien. Donc, je tenais aussi à remercier Anne, à remercier Eric et Florence qui ont accepté d'intervenir dans cet atelier. Merci à vous pour votre temps, pour ce partage que vous allez faire. Et en ce qui me concerne, merci beaucoup et à Véronique et à Claudia, et puis à ma petite Claire aussi, qui va animer un atelier pour la première fois. Hein, c'est ça? Je crois que Claire ne l'a jamais fait. Donc, merci à Claudia et à Véronique qui va avoir une belle expérience ce matin. Et je vous souhaite une très belle matinée à tous. Et surtout, n'hésitez pas à partager, à faire part en tout cas de vos étonnements, de vos réactions. On est là pour co-construire. Et je trouve que c'est un terrain de jeu qui est ouvert à tous et qui donne la parole à tous. Donc, merci encore. Ben, écoutez, merci Hélène. Donc, tu as bien remercié nos intervenants. Moi, je vais insister sur l'objectif de cette session qu'effectivement j'ai préparée avec Claudia, qui elle est basée près de Barcelone. Moi, je suis actuellement, enfin je suis maintenant même montpelliéraine, après avoir beaucoup hésité entre Nantes et Montpellier. Je dis ça pour Eric qui est lui est nantais. L'objectif de cette session, nous sommes partis, nous, d'une hypothèse que là, tous les participants étaient convaincus que la diversité et l'inclusion étaient un facteur d'innovation. Donc, cette session, nous n'avons pas voulu la faire sur un thème de réflexion, c'est bien, qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons vraiment pris ce parti pris de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que certaines associations, organisations ont fait pour trouver des solutions et agir pour la diversité et l'inclusion. Et nous avons orienté ce partage de solutions qui, nous espérons, va vous inspirer et va peut-être vous engager, vous aussi, à faire plus ou à faire différemment. Nous aurons donc en tout départ Anne de Cagny, qui, elle, est vice-présidente de l'association Femmes Ingénieures, j'ai bien noté Anne, et qui va nous expliquer dans le côté de l'éducation, on a pris les lieux de pouvoir. L'éducation, la technologie, c'est vraiment important qu'il y ait une diversité. Nous aurons ensuite Éric Varin qui va nous parler de son point de vue d'homme engagé pour la diversité
et la diversité de genre plus particulièrement. Et en troisième lieu, un autre lieu de pouvoir, la diversité et l'argent. Et là, nous avons Florence Richardson qui nous parlera effectivement de cette implication et de l'importance de la diversité euh, par rapport au pouvoir et l'argent, et notamment dans le président de Femmes Business Angel. Nous avons aussi pris l'option pour une question de temps, hein, parce que malgré tout, on n'a pas une session là de 3 jours en présentiel, d'aborder l'inclusion et la diversité par la problématique de l'égalité femmes-hommes. Parce que on avait des matières, on avait des sujets, on est bien conscient évidemment que l'inclusion et la diversité va bien au-delà de la problématique du genre. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième partie, je ne vais pas trop en révéler, nous allons vous mettre en sous-groupe et vous allez travailler en brainstorming. Nous allons préparer des activités et là, vous bénéficierez d'une veille technologique que nous avons fait en tant que Pink Innov, où nous sommes vraiment allés à la recherche d'outils simples et innovants que nous espérons, peut-être vous en connaissez certains, et nous espérons que vous en découvrirez certains. Et vous êtes en sous-groupe, il y aura un débrief général pour ne pas perdre de l'information. Et à l'issue de cette session, de toute façon, avec Pink Innov, nous préparerons une documentation qui fera un petit répertoire des outils que nous avons pu présenter pour certains tester. Donc voilà, comme on dit en anglais, with no further ado, je vais passer la parole à Anne de Cagny. Donc, Anne, je te laisse nous parler. Alors, il faut que tu t'enlèves, que tu sois. Voilà, Voilà, c'est bien. je me suis Merci, Anne. très bien. Donc je vais partager une présentation, hein, comme point Parfait, d'appui. Voilà, parfait. donc j'espère que vous la voyez. Je vais la mettre en diaporama. Alors, est-ce que vous la voyez en diaporama? Non? Oui. Voilà, ça y est. Voilà. Bien, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes, même si les tous ne sont pas très, très nombreux. Je suis donc Anne de Cagny, comme cela a été dit, et donc je vais vous parler de quelques actions de l'association Femmes Ingénieurs en faisant un focus sur notamment une action. Donc, cette association, en fait, vous voyez là la fiche d'identité, on va dire, de l'association. Je vais passer rapidement à la planche suivante. Juste dire que nous sommes une association membre d'une méta-association qui s'appelle Ingénieurs et scientifiques de France, qui regroupe un certain nombre d'associations d'alumni d'écoles d'ingénieurs. Voilà. Par contre, l'association Femmes Ingénieurs regroupe notamment des femmes qui sont ingénieurs, quelle que soit leur école d'études. Donc là, c'est vraiment le point d'entrée, on va dire, par rapport à nos actions en tant qu'association. C'est vraiment, ça a été rappelé, les personnes ici sont, on l'a dit, a priori convaincues que l'égalité réelle est source de richesse, hein, et effectivement, dans cette perspective, nous valorisons les ingénieurs pour inspirer notre société. Alors, on a mis un grand E. Pourquoi? Parce que cette emphase est finalement assez récente, puisque ça ne fait que depuis quelques mois que nous avons pu rajouter le E et décliner notre communication, l'Académie française ayant changé sa position sur la féminisation des noms de profession entre-temps. Donc, notre mission, je ne vais pas forcément les détailler là, mais on va retrouver ce que je vais un petit peu plus détailler, le point 3, promouvoir les métiers d'ingénieur auprès des filles et des femmes dans le monde de l'éducation, sachant que, et ça c'est important, que lorsque nous intervenons, nous ne mettons pas les garçons à la porte, nous nous adressons devant, par exemple, une classe entière. Pourquoi? Parce que c'est aussi important, on parle beaucoup de rôle modèle, de montrer que les femmes ont investi des métiers d'ingénieurs. Eh bien justement, ça permet aussi aux garçons de voir qu'il existe des femmes qui sont ingénieurs. Je passe. Voilà. Nos actions. Alors là, c'est vraiment un cadre vraiment très générique sur nos actions. On voit qu'on intervient aussi bien auprès du monde politique, hein, dès lors qu'on est dans un esprit républicain, bien sûr, hein, de liberté, fraternité, égalité. On est également présente évidemment largement en France, hein. À l'origine, on s'appelait
enfin, il y avait l'association française, hein, si je me souviens bien des origines, mais nous avons aussi beaucoup de liens avec d'autres associations en France et à l'international, les institutions et puis toutes les bonnes volontés, hein, c'est vraiment associations, acteurs, actrices engagés et depuis un peu plus d'une dizaine d'années avec les entreprises. D'ailleurs, je salue la présence dans les participantes de Marie-Hélène Terre, qui je crois a été à l'origine de l'arrivée justement d'entreprises. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui est indiqué sur la droite. Ceci étant, je vais faire une petite emphase sur deux points. C'est que d'une part, on a aider les entreprises à améliorer la mixité en leur sein et dans les conseils d'administration. Et là, je vous invite à regarder en bas. Vous avez un certain nombre de logos. Ça n'est pas exhaustif, mais il faut savoir, je donne par exemple Dassault Systèmes, il me semble que DF aussi, sont des entreprises qui nous ont rejoints relativement récemment. Et tout dernièrement, le groupe Renault vient de nous rejoindre. Pourquoi? Parce que voilà, l'idée fait son chemin et il y a plusieurs acteurs, y compris dans les entreprises, qui se disent comment on peut améliorer cette mixité et en se mettant ensemble, eh bien, on est forcément plus fort et plus forte pour améliorer ce point-là. Il y a également un point très important, ce sont les conseils d'administration, parce que ça, c'est un travail depuis plusieurs années et on a notamment une commission administratrice qui justement accompagne celles qui le souhaitent à intégrer des conseils d'administration d'entreprises ou d'autres structures. Et puis, l'autre point que je voulais signaler, c'est force de proposition auprès des pouvoirs publics. Eh bien, nous avons par exemple, nous intégrons des groupes, comme je disais, des réseaux autres ou des collectifs pour travailler sur ces sujets-là. Alors, je vais passer à, non, c'est pas cette planche-là, pardon. Je donne un exemple, c'est ToGap par exemple, hein, pour justement faire en sorte que dans les instances de gouvernance, il y ait plus de femmes. Et là, en ce moment, vous avez dû voir la proposition de loi portée par Madame Rixain pour accélérer l'égalité économique et professionnelle. Et nous sommes effectivement dans des collectifs qui accompagnent, on va dire, l'élaboration de ces lois ou de ces décisions. Je passe à la planche suivante. Ça, c'est pour montrer un petit peu l'évolution. Voilà ce que j'expliquais, l'arrivée de plus en plus forte d'entreprises ou de structures comme par exemple des associations d'alumni d'écoles d'ingénieurs qui peuvent avoir en leur sein une sous-section, si on peut dire, qui est telle école au féminin ou ce genre de choses, mais qui éprouve aussi le besoin d'être en lien avec nous parce que voilà, on a une vision encore plus macroscopique en fait de la chose. Et puis des structures plus qui nous ont rejoints de façon un petit peu plus en amont dans le temps, hein, comme le Cercle Interrel, hein. Il y a eu par exemple avec une présence très forte de la société IBM il n'y a pas très très longtemps un colloque avec justement l'IA, l'intelligence artificielle, hein, puisqu'on sait qu'il y a des biais sexistes et une entreprise, évidemment dans le domaine du numérique, ne peut que s'attacher à cette question et se pencher sur cette question. Voilà. Donc, des champs d'action multiples, là, c'est vraiment une vision d'ensemble. On retrouve effectivement ToGap que j'évoquais tout à l'heure, la Fédération des femmes administrateurs, mais aussi pour revenir sur le monde de l'éducation, un certain nombre d'initiatives avec des partenariats ou des interventions de notre part. Universcience, c'est par exemple l'intervention sur des thématiques
un ingénieur, une ingénieure, un projet où on va effectivement à la Cité des Sciences. Vous allez me dire qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile, mais ça va certainement reprendre, où on s'installe, dans une grande partie du hall et on va montrer, directement ce que, nous faisons. La dernière fois, ça avait eu lieu le 8 mars 2020, donc juste avant le confinement. Ça avait été maintenu et on en avait été, très contente et on a eu l'occasion d'avoir un stand, assez large, et il y a eu par exemple, une apprentie ingénieure, qui est venue montrer, des pièces en fabrication additive. Alors en langage, usuel, ça s'appelle l'impression 3D, mais justement pour montrer, comment, on peut, au travers d'un métier d'ingénieur effectivement, participer à l'amélioration des matériaux et l'amélioration aussi des conditions de vie, hein, puisque ces matériaux-là peuvent être utilisés par exemple en dentisterie, pour des prothèses, et cetera. On a effectivement un certain nombre d'interventions, donc je vais passer à la suite en pointant quand même, que nous avons un agrément avec le ministère de l'Éducation, nationale, qui est ici, mais aussi des liens étroits avec, ministère de l'enseignement supérieur, ministère du travail et cetera. Je ne vais pas tous les citer, mais on a, effectivement ces liens, très très suivis, on va dire. Donc, avant de continuer sur, les actions, les publications de femmes ingénieures, vous allez me dire, ce sont aussi des formes d'action, hein, puisque effectivement, ce sont des supports, pour nous pour, communiquer avec, des portraits, par exemple, de femmes ingénieures. On avait eu l'ambition l'année dernière, lors de la semaine de l'industrie 2020, qui devait avoir lieu plutôt dans la deuxième partie, du mois de mars ou tout début avril, de présenter un livre, vous voyez, avec, 2 portraits de jeunes ingénieureux et ingénieurs pour montrer que voilà, pour déconstruire les stéréotypes et on avait, la possibilité, d'ailleurs, je crois que c'est grâce à une de nos adhérentes, qui est administratrice par ailleurs et qui est en ligne aussi, je salue Fabienne, de pouvoir intervenir, directement au ministère à Bercy pour pouvoir, justement présenter. Bon, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Donc les chiffres clés, vous m'aviez suggéré effectivement de donner, quelques informations sur les chiffres clés, liés aux formations, d'ingénieurs. On voit qu'on est depuis, quelques années à 28 des effectifs. Bah, là, ça ne se voit pas sur cette planche-là, mais je peux vous le dire que depuis environ, 5 bonnes années, on est, sur, ce palier ou ce plafond, pour l'instant. On va plutôt parler de palier, hein, je préfère. On voit aussi que, globalement dans les écoles d'ingénieurs, il y a pour, résumer 2 statuts, le statut, d'étudiant et le statut d'alternant et en général ce sont des apprentis et c'est sur la population, apprentis, on voit qu'il y a beaucoup moins de filles que de garçons. Pourquoi? Parce que le vivier d'origine est fortement, des jeunes, issus de DUT, bientôt qui va s'appeler BUT, B-U-T, mais on reste sur le vocabulaire encore en vigueur, DUT ou BTS et là, on a, un très faible taux, de, jeunes filles dans ces formations. Ça peut être, parfois, 1 fille par classe, hein, donc vous voyez que ça peut être, enfin quand je parle par classe de BTS par exemple, ça peut arriver. Ensuite, les domaines de formation dans lesquels les femmes sont le plus nombreuses. Alors ça permet en fait, de nuancer ce 28 et de voir d'un peu plus près ce qui se passe. C'est qu'on a en fait, dans, ces, jeunes femmes qui sont en école d'ingénieur, beaucoup de femmes qui sont inscrites, dans des formations agriculture, agroalimentaire, chimie, les sciences de la vie et très honnêtement, quand on voit le niveau des salaires, c'est un petit peu désolant, mais on s'aperçoit que ce sont, des secteurs, qui en général, rémunèrent, un peu moins. Alors le moins rémunérateur, on va dire, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire, hein, ça c'est très clair. Pour avoir fait partie, il y a encore peu de temps, de la commission des titres d'ingénieur, j'ai pu voir en auditant des écoles d'ingénieurs un petit peu le détail, c'est clair que,
on a du mal à faire augmenter ce salaire. Et là, que ce soit pour les jeunes diplômés, femmes ou hommes, hein, voilà, ce sont des secteurs. Et c'est vrai que dans certaines écoles, on monte à des pourcentages de 70%, voire je connais une école où c'est 80% dans les biotechnologies. Dans les poursuites d'études, on voit que, on partait tout à l'heure de 28% des effectifs, mais par contre, sur les doctorantes, c'est-à-dire les jeunes femmes issues d'écoles d'ingénieurs qui continuent en doctorat, on a 44% finalement. Alors, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est lié aux thématiques qu'on retrouve ici? Ou par exemple, en chimie, c'est vraiment très important d'avoir un doctorat. Voilà, il faut le savoir, alors que c'est beaucoup moins vrai dans le domaine de la mécanique, par exemple. Ou est-ce qu'il y a aussi un lien avec peut-être une difficulté pour trouver un emploi? Ça, j'en ai pas trop entendu parler. Je pense que c'est plutôt les thématiques qu'on retrouve ici qui induisent ce chiffre-là. Et puis l'insertion professionnelle, alors ça, c'est les chiffres qui étaient ici, c'est issu de la conférence des directeurs d'écoles françaises d'ingénieurs. Le dernier chiffre est issu de l'enquête annuelle, en l'occurrence 2020, de la conférence des grandes écoles, qui rassemble écoles d'ingénieurs, management, architecture, etc. Ben, il y en a un certain nombre. Et là, ce qu'on observe, c'est que globalement, le salaire des jeunes diplômés et eux est inférieur de 5% à peu près par rapport aux hommes. Ce qui veut dire que dès le démarrage, dès l'amorce, il y a quand même un léger problème. Et quand je dis un léger problème, vous avez bien compris que ce problème devient de plus en plus important, sachant qu'après, il y a plein d'autres facteurs, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, j'arrive sur… Anne, je vais te laisser quelques minutes parce que je vois déjà des réactions et je voudrais être sûre que les participants puissent te poser des questions. Oui. Donc, si tu peux faire un petit wrap-up en 2 minutes, je vois qu'il y a des réactions et des questions. Donc, Que je peux faire un quoi, pardon? pardon, si tu peux finir en Ah quelques d'accord, parce que minutes je la croyais que j'avais 20 minutes pour la présentation. Oui, mais on a commencé un petit peu en retard, D'accord, on n'a pas trop décalé et je voudrais d'accord, être ok, sûre que je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions. Donc, d'accord, d'accord, d'accord. avec mes excuses, Anne, hein. Non, mais pas de souci. Donc, les interventions ciblant, donc là, c'est vraiment une action phare hein, que l'on mène depuis énormément d'années. On intervient avec nos membres, mais aussi avec des bénévoles qui sont sympathisants ou sympathisantes. Donc, vous avez compris qu'il y avait aussi des hommes qui intervenaient sur toute la France, puisque nous avons un système de délégués régional qui ensuite font le relais. Il est clair que c'est très difficile de mesurer l'impact de ces actions. Je sais que la Fondation L'Oréal, par exemple, avec qui on a l'occasion d'échanger, a essayé de mesurer cet impact. C'est assez compliqué, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, en février de cette année, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans un lycée. Eh bien, il y a une jeune fille qui m'a dit: «Ah bon? Ah, je ne savais pas qu'on pouvait être ingénieur et travailler sur des sujets médicaux». Voilà, parce que pour elle, pour travailler sur des sujets médicaux, il fallait forcément faire médecine. Donc, on fait découvrir, vous voyez, ce genre de choses. Et je peux aussi vous dire qu'il y a une rédactrice en chef liée au monde de l'enseignement supérieur qui est venue me voir en me disant une fois, eh ben, c'est grâce à vos interventions que j'ai une de mes filles qui a finalement choisi d'aller en école d'ingénieur. Donc voilà, c'est un petit peu les petits ruisseaux qui font peut-être pas encore les grandes rivières, mais en tout cas qui concourent à cela. Et on intervient aussi bien en présentiel, comme on le faisait habituellement, mais aussi en distanciel. Et là, on a des opérations. Voilà, ça c'est un exemple en Nord-Pas-de-Calais où il y a énormément d'actions. Donc, je ne vais pas trop détailler, mais vous voyez qu'il y a aussi des partenariats ou des interventions avec les écoles d'ingénieurs. Et puis ça, c'était un exemple voilà, de calendrier pour ce mois-ci pour montrer un petit peu la diversité de nos actions. Je vais donc, vous voyez, Olympiade des sciences de l'ingénieur, c'est reporté au mois prochain, mais on va remettre un prix, par exemple, aux Olympiades des sciences de l'ingénieur qui concerne les jeunes qui sont en première et terminale sur les filières sciences de l'ingénieur, sciences, technologies, pour monter des projets. Et vous voyez, je suis arrivée à la fin. Donc, formidable. Avec mes excuses, dans les chiffres, juste parce que tu m'avais parlé que dans les sciences, les computer science, sciences informatiques, il y avait vraiment un défaut enfin un oui, manque
femmes Te- là. C'est tout- important peut-être de le rappeler ça. Oui, oui, absolument. Là, effectivement, j'ai été dans une globalité et ça peut faire écho à ce que je disais tout à l'heure sur chimie, sciences du vivant. A contrario, dans le domaine, par exemple, de la mécanique, du génie électrique, surtout génie électrique, par exemple, électronique embarquée, on est à des taux en général inférieurs à 20% et ça peut tomber à 15, voire 10% selon les écoles. Il y a une école qui est bien connue dans le domaine du numérique. Bon, je ne vais pas la citer, mais j'ai pu échanger avec son directeur général qui se désolait de n'être encore qu'à 10%, sachant que la première fois qu'on en avait discuté, c'était pas si longtemps que ça, et il me disait qu'il avait 5% de filles seulement dans son école. Donc clairement, on est passé, d'une époque, et ça, il y a une scientifique, sociologue, mais informaticienne à la base, qui s'appelle Isabelle Collet, qui a beaucoup écrit et qui étudie le sujet, qui a montré qu'au début des années 80, les femmes ont pas mal investi en fait, les métiers de l'informatique et à l'aube des années 90, là, on a vu une érosion forte et maintenant on est, en gros, on est à peu près à 16% de femmes dans les entreprises qui travaillent sur les sujets techniques quand ce sont des entreprises du numérique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Ouais. que quand on regarde la partie technique, on est à peu près à ce montant-là. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions, une question sur le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main ou prendre la parole directement. Il y a Sophie Postif qui a mis dans le chat, est-ce qu'on voit les mêmes proportions en université? Alors, je ne sais pas si toi, tu as les chiffres, étant donné que peut-être tu vois plus le côté ingénieur en école. Alors, c'est peut-être un petit peu difficile de répondre complètement. Je ne me hasarderai pas à donner comment dirais-je, une vision complète de l'université. Par contre, je rappellerai ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on regarde la partie institut universitaire de technologie, hein, qui est bien inclus dans les universités, eh bien là, il y a peu de jeunes femmes qui sont dans les DUT, génie mécanique et productique, génie électrique, informatique industrielle, etc. Voilà. Après, sur, les filières plus, master, j'aurais tendance à penser qu'il y en a peut-être un petit peu plus, mais pas forcément, tant que ça. D'accord. D'autres questions de l'assistance? N'hésitez pas à profiter de la présence de Anne, surtout que je lui ai dit qu'il y aurait beaucoup de questions et que je lui ai fait écourter sa présentation, ou des commentaires même, ou peut-être une expérience à partager. Si vous voulez parler, il va falloir vous mettre vous mettre en statut de pouvoir parler. Donc, vous, D'activer le micro. vous activez le micro. Merci. J'ai un, euh, ben, en attendant que vous prépariez vos questions, euh, moi, j'en ai une qui me tient à cœur parce que je regarde beaucoup la France, le territoire français hors Paris et hors grandes entreprises. Donc, est-ce que vous avez et j'ai vu dans beaucoup de vos références des très grandes entreprises, est-ce que vous avez aussi des activités qui ciblent plus particulièrement les ETI et les PME, où il est peut-être plus difficile, enfin, moi, mon expérience, c'est que c'est souvent difficile dans ce type d'entreprise d'avoir des actions diversité inclusion. Alors, il est vrai que, quand on parle de PME, on a ici une PME qui s'appelle Ornes, hein, mais c'est parce que effectivement, c'est sa dirigeante qui a un profil absolument extraordinaire. D'ailleurs, on avait fait une intervention spéciale de nos ateliers en ciblant sur son témoignage, puisque c'est une femme qui est d'origine libanaise et qui a vécu donc une situation compliquée dans son pays à un moment donné, qui est ensuite est passée par, je crois, la Russie, enfin bon bref, est arrivée en France, qui a vécu en plus une crise très importante
dirigeante dans son entreprise liée à un accident qui était à côté. C'était une explosion gazière dans Paris. Et une capacité de résilience incroyable et qui, elle, est convaincue effectivement que la diversité, l'inclusion est nécessaire aux entreprises. Donc là, c'est vraiment porté par la dirigeante de l'entreprise. C'est vrai que sur d'autres entreprises, on est plutôt dans des… Je ne dis pas que les dirigeants n'ont pas cette vision-là, hein, mais les choses se font un petit peu plus doucement et ça peut être plus au niveau des ressources humaines, par exemple, que ce sujet est porté ou par la direction RSE, hein, la responsabilité sociétale des entreprises, qui porte ces sujets-là et qui peut structurer ces sujets. Je pense par exemple à Soprasteria. Ils ont instauré un réseau d'ambassadrices au sein de leur entreprise. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple que pour une plus petite entreprise. Par contre, ce qui nous fait très plaisir en ce moment, c'est de voir que nous avons de plus en plus de liens avec, par exemple, des associations d'alumni. La dernière en date, ça vient de tomber il y a 2 jours, c'est Supmeca Alumni, qui est très orienté sciences de l'ingénieur, où il y a peu de femmes. Et on va dire que les personnes en question travaillent aussi bien dans des PME que dans des grands groupes. Et vous voyez, on va dire que ça diffuse aussi par les personnes en tant qu'individus. Et pour vous faire une confidence, là, je viens d'intégrer une école d'ingénieurs il n'y a pas très longtemps à titre professionnel, parce que j'ai oublié de dire que nos membres sont toutes des bénévoles, hein. Je viens d'intégrer donc une école d'ingénieurs et il est clair que mon engagement au travers de l'association Femmes Ingénieurs a été un bonus justement pour insuffler davantage au sein de l'école d'ingénieurs où je suis ces messages-là. Donc, c'est clair que c'est un petit peu la politique des petits pas sur certains pans. Et puis, au contraire, je vais citer le groupe Renault parce que j'ai eu l'occasion d'échanger à titre professionnel avec le groupe Renault il y a quelques jours. Et on voit bien qu'ils se posent des questions, y compris au travers, par exemple, de la formation continue de leurs salariés. On m'a demandé, finalement, vous, en tant qu'école d'ingénieurs, comment vous promouvez une meilleure diversité au travers des formations? Comment vous pouvez nous appuyer? Vous voyez, cette question m'était arrivée à titre professionnel, mais en fait, vous voyez que ça rejoint finalement les préoccupations Mm. que nous avons. Mm. Des questions parmi l'assistance? Ah, très bien, j'ai une question. Eric, je t'en prie. Oui, ben pour enchaîner sur le sujet des interventions dans les écoles, une petite réaction. J'entendais hier sur France Inter une jeune femme ingénieure expliquant le sexisme dont elle avait été victime quand elle était étudiante, racontant par exemple que quand elle ratait un exercice, ses profs lui disaient c'est normal, t'es une fille. Ou alors quand elle le réussissait, on lui disait ah ben c'est pas mal pour une fille. Et est-ce que justement votre association a des interventions au sein des écoles pour essayer d'accompagner les enseignants sans doute, mais aussi les futurs ingénieurs qui sont majoritairement des garçons? Alors tout à fait, ça me permet de faire un focus par exemple sur l'école ECAM, où en fait il y a un groupe de jeunes et on a vraiment, enfin quand je dis on, c'est l'école avec notre soutien, a vraiment tenu à ce qu'il y ait des garçons et des filles dans ce groupe de projet. Et ils ont vraiment travaillé sur les femmes dans l'industrie, leur place et comment on pouvait améliorer les choses. Donc oui, il y a des interventions. Dans les nouveaux adhérents, il y a également, par exemple, l'école Télécom Paris. Et c'est une manière aussi de porter cette parole-là. Et ce que je n'ai pas encore évoqué, c'est que d'ailleurs, on avait une intervention de l'association hier dans l'opération Ingénieuse, avec la cérémonie des prix Ingénieuse remise par enfin organisée pardon, par la conférence des directeurs et directrices d'écoles françaises d'ingénieurs. Eh bien, là aussi, c'est une manière d'accompagner, on va dire, les écoles, puisque dans les prix remis, il y avait le prix de l'école la plus engagée, du projet d'association de jeunes les plus engagés, etc.
Et initiative nouvelle de cette année, toujours dans le cadre de cette opération ingénieuse à laquelle nous sommes associés depuis des années, mardi dernier, il y avait un forum d'échange où il y a eu, alors malheureusement, je n'ai pas pu participer à cette partie-là, mais il y a eu des échanges entre des jeunes de collège et lycée et des écoles qui étaient nominées justement pour le prix de l'école la plus engagée. Donc il y a des choses qui bougent. Et je peux citer aussi en 2020, ça a été la première fois qu'une école ait un projet lié à la lutte contre les violences sexistes. Et comme on a trouvé que le projet était vraiment à mettre en valeur, on a créé un prix spécial voilà, un prix spécial du jury pour mettre en valeur cette action-là. Donc effectivement, les choses bougent. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'association Supmeca Alumni. Donc on a bien compris, ce sont les alumni, mais cette association est intervenue aussi dans l'école Supmeca pour lancer des actions de sensibilisation pour la diversité et notamment pour toutes les diversités. Voilà, c'est pour le respect des diversités. Donc les choses bougent et nous accompagnons effectivement ou nous pilotons parfois les choses. Ben, merci beaucoup Anne pour cette note d'espoir pour terminer, que les choses bougent et que justement c'est le but aussi de notre session de montrer qu'il y a des associations et des hommes et des femmes qui font bouger les lignes. De toute façon, oui, SOS homophobie dans la boucle pour Supmeca, dit Véronique C. Donc, merci de mentionner. Voilà, Bien sûr, exactement. bien sûr, hein, on redit que nous avons pris une approche égalité femmes-hommes, mais que la diversité et l'inclusion, c'est beaucoup d'autres choses. Travailler sur ce projet, ben, bravo à Véronique et n'hésitez pas à prendre la parole. Vous avez en bas de votre écran une petite icône, un petit smiley. Quand vous voulez poser une question, vous pouvez lever la main. Pour le moment, moi, je propose, moi, je le fais, j'applaudis. J'applaudis des deux mains Anne et son intervention et nous mettrons à disposition, si tu en es d'accord, Anne, ta présentation parce qu'elle est effectivement riche de beaucoup de détails et de chiffres. Donc, merci énormément. Je sais que tu es très prise, tu as pris un nouveau poste. Oui, voilà. D'autant plus on apprécie que tu aies pris ce temps. Je vais être obligée je sais que tout le monde aimerait, mais bon, après, on a des ateliers interactifs pour que les gens ne s'ennuient pas, parce que maintenant, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient levé la main. Bon, allez, je vais quand même prendre une question. Eric, je te promets, je te redonnerai 2 minutes, on s'arrangera. J'ai quelqu'un qui a levé la main pour poser une question. Faïné, je t'en prie, je ne tue pas tout le monde. Hein, donc, Oui, 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 c'est parfait. Je te remercie. Bonjour à tous et à toutes. En fait, c'est pas vraiment pour poser une question, mais je salue Anne nous faisons partie des femmes Bonjour ingénieures Faïmé. ensemble. Bonjour. Et en fait, c'était pour rebondir aussi sur le sujet. Par rapport au sexiste, nous avons fait, alors je crois que j'ai Marie-Hélène Terre aussi qui est Oui, dans l'Assemblée. Et avec Marie-Hélène, je suis arrivée un peu en retard, donc peut-être que tu l'as abordé, Anne, je m'excuse. Nous avons fait en fait un événement lors de la journée de l'événement de Cercle Interrel sur justement comment les femmes aussi peuvent se muscler et les hommes, tous ensemble, contre les remarques et les situations sexistes faites notamment dans le cadre professionnel aux femmes. Donc, je pense que les vidéos sont encore disponibles. Et en fait, nous avons eu tellement de succès, nous avons été surprises par le succès de notre événement interactif que nous avons décidé en fait de faire ce qu'on appelle chez nous une café ingénieuse à nouveau. Alors, je crois que c'est le 2 juin, notre café ingénieuse, justement sur comment tous ensemble nous pouvons nous muscler contre les remarques et les situations sexistes que les femmes peuvent rencontrer dans le cadre de travail. Et
je discutais aussi avec l'équipe de Renault et elles ont été très intéressées par faire l'écho de cet événement en interne Renault parce qu'elles disaient que quand ils parlent de ce sujet-là à leur manager homme, ils n'ont pas vraiment conscience parce qu'en fait, les situations sexistes, voilà, faut d'abord les identifier et après savoir comment Ouais. on réagit face. Mais en fait, on se rend compte que tout le monde n'a pas forcément conscience même que telle ou telle situation peut être sexiste à la base. Oui, certainement. Ben, merci pour cette remarque et je trouve que donner les outils aux gens, parce que très, très souvent, surtout, moi, je vois, parce que j'ai eu beaucoup des fois de jeunes femmes ou de jeunes hommes, ils sont pris au dépourvu. Donc, donner Exactement. des outils et savoir déjà réagir à brûle pour point, parce qu'on ne s'attend jamais en général à ce genre de remarques. Bravo pour cette initiative. Merci encore à Femmes Ingénieures. J'applaudis pour tout le monde. Merci à Pinky Merci Love à pour vous. l'invitation et à une prochaine Et fois, oui, peut-être. Voilà, certainement. J'espère qu'on certainement, aura oui. beaucoup de choses en commun. Je Bien, vais, je vous laisse. merci, Au merci Anne. revoir, Anne, à bientôt. Au revoir. Bravo, voilà, tout le monde nous rejoint, ben, je dis bravo. Mais je vais présenter maintenant Éric Varin, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et alors ça, c'est aussi quelque chose de très personnel. C'est que moi, j'ai fait beaucoup enfin, de soutenu de réseaux de femmes, créer des réseaux de femmes en entreprise, et j'en suis vraiment venue à la conclusion qu'on ne considère pas assez l'égalité femmes-hommes comme un problème de société où tout le monde est concerné. Et en parlant beaucoup avec Éric, j'ai vraiment été inspirée du fait qu'un homme euh, prenne ce sujet. Donc, Éric est directeur de CCO dans la région, dans la métropole nantaise. Et en fait, je vais te laisser la parole, Éric, pour nous dire ce que tu fais, et particulièrement vu d'un point d'homme. Et je sais que tu peux être parfois agent provocateur. Donc, chez Pinky Nob, la parole est libre. Merci, bonjour à toutes et merci de me laisser la parole aujourd'hui, enfin de me la donner. Je vais essayer d'en faire bon usage parce qu'une des difficultés justement, c'est d'être un homme et d'intervenir sur ce sujet de l'égalité femmes-hommes et de ne pas le faire à la place des femmes et de trouver la juste place. Alors la mienne, elle est simple à constater. Je suis un homme cis, blanc, de plus de 50 ans, dirigeant de structure, c'est-à-dire que je représente le stéréotype des hommes qui détiennent le pouvoir dans notre société. Et c'est parce que je suis parti de ce constat, en particulier parce que l'association que je dirige, le CCO, est une structure qui regroupe un tas de réseaux économiques et qui les accueille en son sein. Et dans le cadre de l'accueil et de l'organisation de ces événements professionnels, eh bien, ces gens influents qu'on recevait, il était facile de constater qu'ils étaient majoritairement comme moi, c'est-à-dire des hommes blancs de plus de 50 ans. Et j'ai trouvé que c'était une aberration. Et du coup, on a pris l'initiative, avec des réseaux de femmes justement, de commencer à les fédérer entre eux, puisque le paradoxe, c'est en 2012 que toute cette aventure a commencé, c'est que les réseaux de femmes se connaissaient finalement assez peu à l'échelle de notre métropole. Donc cette initiative est devenue un projet, ça s'appelle Les Fameuses. Pour faire très vite sur Les Fameuses, c'est un collectif qui sert enfin en tout cas qui tâche à mettre en visibilité des femmes qui ont un niveau de responsabilité et d'expertise élevé. C'était au moment de la loi Copé-Zimmermann où les entreprises qu'on côtoie beaucoup cherchaient des femmes pour les intégrer à leur conseil d'administration. Et moi, je viens de la communication et des médias et je savais aussi que les organisateurs de conférences ou les médias finalement faisaient assez peu appel à des femmes pour intervenir et donc la visibilité qu'on leur donnait était insuffisante. Donc le projet de départ des fameuses, c'est ça. Et puis petit à petit, c'est devenu un collectif qui a organisé des événements. Le plus gros événement qu'on organise s'appelle le Printemps des Fameuses. Et puis également qui diffuse de l'information sur cette question de l'égalité femmes-hommes. Donc, pour résumer notre approche, Les Fameuses, c'est un collectif qui, à l'échelle d'un territoire, celui de la métropole nantaise et puis plus globalement de l'Ouest, essaye de mettre en visibilité des femmes,
diffuser de l'information sur la question de l'égalité femmes-hommes et fédérer les écosystèmes pour essayer d'avancer ensemble. Donc ça, c'est le point de départ finalement la rencontre avec Anne qui me permet d'intervenir aujourd'hui. Alors si la question c'est de savoir comment on s'adresse à des hommes et comment on les implique dans ce sujet-là, ben, je n'ai pas la réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que le fait qu'un homme intervienne fait qu'on va l'écouter avec une oreille différente. Alors, comme je l'ai dit, j'insiste, il n'est pas question qu'on parle à la place des femmes, il est question qu'on essaye d'en être les alliés. Et la première chose qu'on peut faire, c'est de prendre la parole sur cette question-là, puisque ça représente une curiosité. Et la preuve, vous me faites l'honneur de me faire intervenir aujourd'hui, c'est parce que je suis un homme qui parle de cette question-là. Donc ça, c'est la première approche, elle est déjà là, c'est d'intervenir en tant qu'homme, parce que du coup, on les écoute avec une attention différente. On n'est pas suspect d'essayer de défendre une cause pro domo. On n'est pas des femmes, et donc c'est déjà en soi une curiosité. Alors ça peut nous valoir des sarcasmes, du genre gros malin, c'est un moyen d'être au milieu des femmes en permanence. C'est vrai, on est majoritairement auprès des femmes en permanence, mais on essaye derrière de développer un certain nombre d'argumentaires. Alors, pour être très concret, les événements qu'on produit, par exemple, le Printemps des Fameuses, c'est à peu près 1200 personnes qu'on arrive à rassembler chaque année en mars sur cette question-là. Je vous épargne le détail de notre dispositif, mais on a une audience qui s'élargit et qui est assez importante. Eh bien, depuis 8 ans qu'on fait ça, le constat est le même, c'est qu'on arrive à toucher à peu près 15% d'hommes maximum sur ce sujet qui est considéré comme un sujet qui concerne les femmes avant tout. L'égalité femmes-hommes, pour la majorité des gens, femmes et hommes y compris, enfin surtout les hommes, c'est un sujet de femmes. Un petit peu comme si le racisme, c'était un projet qui ne concernait que les personnes racisées. Donc le premier écueil à surmonter, c'est celui-là, c'est d'essayer de convaincre que ce sujet, c'est un sujet, on va dire, d'intérêt général. Et pour ce qui me concerne, c'est même une façon de faire de la politique. Pourquoi ? Parce que je considère que ce sujet est juste, mais aussi que c'est un facteur, Anne en a parlé tout à l'heure, Véronique, pardon, c'est un facteur de transformation de notre société qu'on sous-exploite. Et c'est la pierre angulaire de notre démarche aux fameuses. Essayer de démontrer que le sujet de l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet juste, mais que c'est aussi un levier de transformation de notre société qu'on sous-exploite. On parle beaucoup de la question du numérique, par exemple, qui vous intéresse au premier chef ici, ou de la question de l'environnement, comme des leviers de transformation auxquels il faut s'atteler. Nous, on considère que la question de l'égalité femmes-hommes est au moins aussi importante que ces questions-là. On a même tendance à considérer qu'on la mettrait au-dessus. Donc, quand la question est de savoir comment on parle aux hommes, eh bien, on doit procéder par palier. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Le premier angle, c'est bien entendu celui de la justice. Argumenter sur le fait que la question de l'égalité femmes-hommes est importante à traiter parce que c'est une simple question de justice. Alors, bien entendu, l'argumentaire, vous le connaissez mieux que moi, sur l'incompréhension qu'il existe, par exemple, encore des différences importantes sur l'égalité salariale, alors que la loi, depuis des décennies, en principe, contraint les entreprises à une parfaite égalité. Et que par la porte ou par la fenêtre, en particulier quand il s'agit de cadres, les écarts salariaux continuent d'être existants et même importants. Donc cet argument de la justice, c'est toujours par celui-là qu'on commence, et on essaye même de faire de la pédagogie. Hein. Parmi une petite parenthèse, parmi les outils qu'on utilise, on a depuis quelques années, c'est une opération qui va être de nouveau déployée cette année, un deal avec les bars de Nantes
ça s'appelle la fameuse hour, et on a des bars alliés qui servent aux hommes pendant cette fameuse hour 25% en moins sur leur dose habituelle. Donc, quand on sert à un demi à une femme et à un homme, l'homme se verra servir 25% en moins. C'est une manière très concrète de montrer la réalité des écarts de salaire entre une femme et un homme, en tout cas en matière de pouvoir d'achat. Bon, je referme la parenthèse parce que ça, c'est un peu anecdotique, mais malgré tout, ça a un impact assez important. Donc, si cet argument de la justice devait être suffisant, ça fait longtemps que le problème s'est réglé. Donc, on essaye de déployer un deuxième niveau d'argumentation, c'est l'intérêt. Expliquer en quoi les hommes, en particulier quand ils sont dirigeants, parce que notre terrain de jeu, c'est essentiellement le milieu économique et professionnel, pourraient avoir intérêt à s'intéresser justement à cette question-là. Alors, c'est un argument avec lequel on n'est pas très à l'aise, parce que la condition de la performance, elle ne devrait pas être mise en avant. Si, par exemple, l'esclavage avait dû attendre la démonstration qu'une société était plus performante sans qu'avec, il aurait duré encore un peu plus longtemps. Il n'y a pas de raison d'utiliser sur un plan déontologique, éthique, cet argument de la performance pour arriver à diminuer les écarts d'égalité entre les femmes et les hommes. Le premier argument, ça devrait être celui de la simple justice. Malgré tout, on l'utilise parce qu'il a une forme d'efficacité auprès des entreprises et des dirigeants. Leur expliquer qu'ils ont intérêt à s'intéresser à cette question d'égalité femmes-hommes parce que leur entreprise sera plus performante. On essaye de donner des chiffres. Vous savez ce qu'on dit à propos de Lehman Brothers, si c'était appelé Lehman Sisters, etc. Bon, on dit aussi que les entreprises dirigées par des femmes surmontent mieux les crises, gagnent peut-être moins d'argent immédiatement, mais plus dans la durée, etc., etc. Bon, ces arguments, ils valent ce qu'ils valent, mais ils ont tendance quand même à ouvrir une écoutille dans laquelle on peut envisager ensuite de s'engouffrer avec des arguments sur aussi le marketing de recrutement, sur la question des usages aussi qui sont en train d'être transformés. Hein. Les entreprises, par exemple, sont de plus en plus auscultées par les jeunes sur la question de leur responsabilité environnementale. Bien sûr, la question de la diversité et de l'égalité femmes-hommes, ce sujet aussi, cet argument, est en train d'être intégré par les clients, par les usagers. Donc, ouais, tous ces éléments-là, mis bout à bout, sont des arguments qu'on essaye d'utiliser pour convaincre les dirigeants qu'ils ont intérêt à s'occuper de cette question-là. Puis après, le troisième argument, c'est celui qui nous tient le plus à cœur, c'est finalement le pari de la transformation. Le fait que cette question de l'égalité femmes-hommes est, comme je le disais tout à l'heure, sous-exploitée en matière de potentiel de transformation. Et qu'il y a là une forme d'aberration et même peut-être de ringardise. Ça, c'est un argument qui peut titiller un peu un dirigeant. Une forme de ringardise à ne pas s'intéresser à ce monde qui bouge et qui fait que ce sujet de l'égalité, eh bien, on ne le regarde pas assez avec cette loupe de la transformation. On a affaire dans le monde de l'entreprise à des gens qui se targuent d'innovation, de s'intéresser à un monde de demain, à le préparer, etc., et qui ne s'intéressent pas à cette question, en tout cas insuffisamment à cette question de l'égalité femmes-hommes, sous ce prisme-là. Et donc, qui manque de curiosité. Et cet argument de la curiosité, moi, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser, d'abord parce qu'il m'anime moi-même. Ce sujet me passionne à titre personnel parce que je n'ai jamais rencontré une question aussi transversale que celle-là.
et qui permet, quel que soit le sujet, la santé, l'éducation, le sport, la politique, l'entrepreneuriat, le financement des entreprises, vraiment tout, absolument tous les sujets sont potentiellement transformables, interrogeables par cette question d'égalité femmes-hommes. Et là, si on a face à soi un public curieux, eh bien, c'est intéressant d'en débattre. Donc, ça, c'est sur la partie levier d'action argumentaire. La justice, la performance ou l'intérêt, et la transformation et la curiosité. Après, l'enjeu, c'est à qui on s'adresse. On ne s'adresse pas de la même manière à des dirigeants, à des cadres ou à des salariés ou même à des copains sur cette question de l'égalité femmes-hommes. Ma conviction personnelle, c'est que l'enjeu, c'est de convaincre les dirigeants, ceux qui ont le pouvoir, en particulier dans le monde de l'entreprise et dans le monde économique. Alors, sur les questions qui nous animent aujourd'hui, la plupart du temps, on nous renvoie comme interlocuteurs les responsables communication ou les responsables RH. Alors, c'est normal dans la mesure où on va chercher des sous, puisque notre structure, notre projet Les Fameuses est financé à 80% par des entreprises. Et on lève à peu près 200 à 250 000 euros par an. Donc, c'est normal qu'on ait affaire à ces services. Mais assez vite, on essaye aussi d'avoir accès directement aux dirigeants et parfois, idéalement, en tête-à-tête pour aborder justement ces questions de fond sur la transformation et essayer de débattre avec eux. Donc, si la question c'est comment convaincre les hommes, il y a déjà un premier niveau qui consiste, à toucher la tête autant que possible, les dirigeants, j'allais dire à parler entre hommes d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un intérêt à une certaine forme de non-mixité dans ce cadre-là, en tout cas au début, pour libérer la parole, parce qu'il y a un certain nombre, on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qu'on aurait du mal à dire dans un contexte élargi, etc. Dans le cadre d'un déjeuner ou en tout cas d'un cercle plus restreint, ça peut être plus facile. Et là, plus facile aussi pour nous, les hommes alliés, on va dire, de montrer qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas exemplaire, qu'on essaye d'être cohérent, mais en tout cas, ça libère la parole. Et donc, on a une partie de nos actions qui consiste déjà à parler aux dirigeants, on va dire, en tête-à-tête, pour essayer de les embarquer, de les convaincre. La question peut se poser aussi dans les réseaux intra-entreprises avec lesquels on travaille beaucoup. Et la question peut se poser de leur mixité. Alors, plus ça va, plus ces réseaux sont mixtes. Moi, je suis favorable aussi à cette question-là, mais j'essaye de convaincre qu'à l'inverse, il n'y a aucune difficulté, bien au contraire, à ce que ces réseaux parfois soient non mixtes, pour justement que les femmes aussi puissent parler entre elles sans que des hommes soient là pour intervenir, prendre la parole ou empêcher d'intervenir sur un certain nombre de sujets. Et puis après, donc, ce que je suis en train d'essayer de dire là, je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est qu'on s'adapte aussi au public et au contexte dans lesquels on intervient, y compris sur un registre privé, par exemple. Le fait d'être un homme intéressé à cette question-là nous rend parfois suspects, et il faut éviter d'être le donneur de leçons permanents. Donc, on marche sur une espèce de corde qui nous oblige à encore une fois, être cohérents, à souligner les choses qui ne vont pas, c'est-à-dire, par exemple, une blague sexiste, une blague grasse, etc., il n'y a pas de raison de ne pas la laisser passer, mais en étant attentif à ce que ce sujet-là ne
n'altère pas la relation parce qu'on serait considéré comme un donneur de leçons permanent. Alors, je n'ai pas du tout fait attention à l'horaire, donc je compte sur Véronique. Écoute, voilà, alors là, j'allais intervenir parce que je vois des questions, des commentaires défiler. Alors là, ça me fait plaisir. Et je vois que Alain, alors je vais déroger à la règle, je vais dire les hommes d'abord, pas ladies first. Alain, j'ai vu que tu as une question, tu veux peut-être la poser en direct. Je ne sais pas si toi-même, en tant qu'homme qui est un des rares là dans notre audience, tu as aussi une expérience à partager. Est-ce que tu veux bien prendre la parole, Alain? Oui, Véronique, bonjour tout le monde. Merci Eric, j'ai beaucoup aimé son propos, également donc celui de Anne juste avant. Pour ma part, là ce que j'ai, donc je suis en effet très intéressé par ces sujets d'égalité et de lutte contre la discrimination. Donc, au départ, bien sûr, pour ma part, une partie de discrimination raciale, par exemple, mais de ce côté-là. Et puis parce que j'ai occupé pas mal de postes d'encadrement et de manager. Et évidemment, donc poser un cadre, constituer ses équipes, et dans ces équipes, d'avoir en sorte d'avoir autant d'hommes que de femmes, mais surtout de personnes qui soient performantes. Donc de ce côté-là, donc derrière la performance, il n'y a pas une question pour moi de genre ou de sexe de ce côté-là. Et moi, dans tous les cas, ce que je posais la question donc à Eric, donc sur l'action qui a été menée à Nantes, je découvris là à l'instant sur la partie on sert 3/4 de verre pour un homme et pour matérialiser les inégalités. Voilà, je voulais savoir quel retour ils avaient pu collecter ou est-ce qu'il y a bien eu un retour à ce propos-là, une analyse des résultats. Les résultats de nos actions? La bière notamment, la bière qu'il et les hommes en avaient moins et quel impact ça a eu, à part peut-être pas seulement anecdotique, on espère. À quoi ça a servi finalement? Alors, c'est forcément anecdotique. Ça sert à faire du buzz, à faire de la communication et derrière à prendre la parole sur ce sujet-là, puisque cette question, je vous ai dit que j'étais un homme des médias au départ, est un prétexte pour que derrière on nous invite sur des plateaux de télé ou qu'on ait des articles dans la presse. Et il faut reconnaître qu'avec des astuces comme celle-là, ça ouvre des portes parfois plus facilement que si on faisait une conférence. Donc, c'est vraiment la prise de conscience avec une communication forte. Alors, en termes d'impact, ça veut dire qu'on a plus de millimètres colonnes ou d'audience dans la presse avec un sujet comme celui-là qui peut paraître anecdotique que si, encore une fois, on avait organisé une conférence sur cette question où on aurait touché peut-être 250 personnes, mais seulement 250 personnes. Alors, j'ai vu aussi dans les commentaires, les réactions, que l'argument ringardise avait l'air de résonner pour tout le monde. C'est un argument que je retiens, de pouvoir traiter les gens de ringards s'ils ne s'intéressent pas au sujet. Mais j'ai Sandrine Perrault, je ne sais pas si Sandrine, tu veux prendre la parole parce que tu as l'air d'avoir une expérience aussi. Je vois ton commentaire, exactement, l'argument ancien monde ringard fonctionne mieux que les inégalités tangibles. Tu veux poursuivre le commentaire, Sandrine? Bonjour, oui, alors bonjour à toutes et tous. Effectivement, l'intervention d'Éric est très, très éclairante. J'ai 46 ans, donc j'ai une longue expérience de situations sexistes, harcèlement et j'en passe. Et donc, effectivement, il apparaît qu'il faut savoir communiquer pour faire passer les messages. Parce que quand on s'énerve parce qu'on a vécu un truc difficile, tout de suite, oh, les femmes hystériques, voilà, machin. Bon. Donc, quand c'est un homme qui prend la parole, ça a toujours beaucoup plus de poids. Et après, quand on s'adresse à un homme, tous les arguments ne sont pas entendables et ils n'ont pas la capacité souvent à se mettre à la place des autres. Donc, tout à l'heure, Eric évoquait l'homme blanc, cis, voilà, qui est représentatif du pouvoir, c'est une réalité, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça. Et ils n'ont pas été éduqués pour prendre en compte les sentiments des autres, avoir de l'empathie, ce sont des valeurs féminines. Et en fait, ce qui marche pour eux, c'est souvent l'ego. Et donc, leur faire comprendre que même si ils se prennent pour des
visionnaires, avec des entreprises qui performent financièrement, ils passent à côté des réalités de l'évolution de la société. Alors après, il faut le dire gentiment, il faut trouver les mots, mais c'est un des leviers que j'ai vu fonctionner, puisque je fais beaucoup de tests sur dans mon entourage masculin. Bon, j'ai vu ce qui déclenche des réactions hyper violentes et ce qui déclenche des réactions plus soft et éventuellement capter l'intérêt. Alors après, comme chaque individu, ils sont tous différents, tous les leviers ne vont pas marcher de la même manière sur les uns et les autres, donc ça demande aussi une capacité pour moi de comprendre à qui j'ai affaire et adapter mon discours à cette personne. Et un homme qui a, comme Eric, l'expérience de la communication et qui peut adresser des foules plus importantes, c'est hyper important d'avoir des gens comme lui qui vont avoir plus de poids, parce que c'est une réalité, la parole d'un homme a plus de poids que celle d'une femme, et notamment pour capter l'attention de ceux qui nous gouvernent. Je suis un petit peu longue, je ne sais pas si je suis claire. Non, mais Sandrine, c'est intéressant aussi. Hein, justement, moi, j'encourage les gens à participer. Et je pense que Eric, si tu vois que ton rôle en tant qu'homme communicant et soutenant ce sujet, je pense que tu le savais déjà, mais est apprécié et on en a besoin. Donc, si je peux juste rajouter quelque chose, sûr, Sandrine. Non, je t'en prie. J'ai souvent eu des discussions avec des amis hommes, que j'en ai beaucoup, en leur demandant ce qu'ils en pensent, s'ils sont sensibles à ces sujets, parce que personnellement, je suis très engagée, et donc du coup, les gens réagissent parfois. Et souvent, on me dit, parce que je demande à mes amis, pourquoi tu n'es pas allié? Pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu ne partages pas mes posts, etc. Alors, il y a différentes réponses. Je ne veux pas que ma femme croie que je drague. Oh, mais si j'interviens, des fois, mes collègues, je les reprends quand je les vois mal se comporter. Mais il y a une grande timidité et effectivement, il y a peut-être un manque d'outils. Et Eric a une boîte à outils qui m'intéresse beaucoup pour la partager. Donc ça, c'est de donner aussi des arguments, puisque finalement, mes amis hommes cis blancs, ils n'ont jamais été confrontés à des traitements de manière aussi récurrente. C'est pas, ils ont du mal à comprendre, ils n'ont pas été préparés à réagir à la violence de ces situations de harcèlement ou de ces histoires d'inégalité salariale. Moi, toute ma vie, dans toutes les boîtes que j'ai faites, ça a été systématique, tout le temps. Et ce sont des faits. Et même en apportant des chiffres et des faits, il y a toujours « Ah oui, mais bon, vous exagérez, les hommes aussi, ils ont… nanana ». Donc, il faut vraiment avoir des armes, une boîte à outils très fournie pour… écoute, Sandrine, je ne sais pas, Eric va peut-être vouloir intervenir, mais moi, avec Claudia, je pense que Claudia, tu es là et excuse-moi, j'ai pris beaucoup la parole, mais on va retenir cette idée peut-être de boîte à outils et on voit que Femme Ingénieure aussi le fait dans le cadre, dans cette idée de comment faire, quoi faire. Mais Eric, tu veux peut-être aussi répondre, mais merci Sandrine, c'est une bonne suggestion. Merci. Simplement pour réagir au propos de Sandrine, alors d'abord pour rappeler que mon rôle principal dans cette aventure, c'est de donner la parole. Là, je suis dans une situation inhabituelle pour moi où j'interviens. L'essentiel de mon action et de notre action au sein du collectif, mais en particulier de la mienne, c'est de donner la parole à d'autres, aux expertes qu'on fait intervenir, puisque justement, l'enjeu, c'est bien de doter la majorité des gens, hommes comme femmes, d'arguments ou en tout cas d'exemples sur la situation concrète que représente cette problématique d'inégalité femmes-hommes, en donnant des chiffres, en exposant aussi à la complexité de ce sujet-là. Il ne s'agit bien entendu pas de jeter l'anathème sur les hommes, en tout cas pas systématiquement. Il s'agit de les accompagner, de leur donner, enfin de les éclairer et d'éclairer les femmes aussi, hein. Et puis je réagis puisque je me suis pris un petit taquet là, je veux bien. C'est bien pour ça que j'ai commencé en parlant de la prudence qu'il était nécessaire que j'adopte pour parler de ces questions-là, puisque j'ai utilisé le terme de libération de la parole qui
qui m'est reproché par Véronique. Donc, je veux bien. Bon, c'est vrai que ce terme, il est plus utilisé en ce moment à propos des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc, si ce terme-là n'est pas le plus approprié à propos des hommes, j'aurais pu parler de s'autoriser à parler librement, mais vous avez compris l'idée. C'est que il est parfois plus aisé d'évoquer un certain nombre de sujets dans des cercles privés plutôt que publics. Justement, si je puis me permettre, j'entends dans l'intervention d'Anne comme dans la vôtre, des éléments qui vont dans le sens de ce qu'on cherchait vraiment dans cet atelier, c'est de se dire, il y a énormément d'initiatives qui ont été prises, énormément d'expériences, on a un matériel énorme, et moi j'aimerais vraiment savoir dans tout ce que vous avez fait, qu'est-ce qui a le plus fonctionné? Parce que ce qu'on va chercher derrière, c'est des outils, c'est des pistes, c'est quelque chose avec lequel on peut repartir de façon concrète pour sortir d'un discours qui est passionnant et qui nous passionne tous, je pense, sinon on ne serait pas là, mais qui est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui fonctionne. Moi, je voulais poser la question tout à l'heure à Anne, est-ce que ça fonctionne plus de faire des groupes, de faire des prix? Est-ce que ça fonctionne plus chez les ingénieurs femmes, chez les plus jeunes, chez les moins jeunes? Chez vous, qu'est-ce qui fonctionne plus? Est-ce qu'on va dire que c'est la bière mélangée avec des groupes non mixtes? Parce que là, vous êtes sur un sujet qui est bien... Voilà, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, vous abordez aussi une problématique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont réagir là-dessus. C'est super intéressant. La mixité à la carte et non la mixité imposée, voulue ou refusée, c'est un beau sujet. Mais en gros, concrètement, de votre expérience, je pense qu'elle est riche et j'ai vu que vous aviez fait des choses très, très diverses. Quelles sont les pistes qu'on pourrait nous retenir et qu'on pourrait nous utiliser? Alors, je ne suis pas très à l'aise avec la question de la boîte à outils, puisque, bon, je vais être un peu caricatural, mais je pense qu'il n'y en a pas. Pour moi, la seule vraie solution, c'est de se jeter à l'eau. On en parle beaucoup. On a monté un dispositif qui s'appelle la fameuse académie, qui consiste à accompagner les entreprises sur cette question de l'égalité femmes-hommes, des progrès vers l'égalité. Alors, on a affaire dans cette fameuse académie aussi bien à des personnes qui sont en charge 100% full-time de la question de l'égalité femmes-hommes dans leur boîte, qui sont payées pour ça, mais qui ne sont pas forcément armés sur le plan théorique, parce que c'est des missions qu'on vient de leur confier, ce ne sont pas forcément des gens qui sont experts de la question de l'égalité. Et puis, vous avez de l'autre côté des bénévoles, c'est souvent plus le cas, à qui on a confié le soin de constituer un réseau, qui sont parfois plus armés, mais qui ont moins de temps et surtout moins d'argent. Et donc, au sein de cette fameuse académie, on voit cette attente d'avoir une boîte à outils avec des choses qui soient applicables. Ben, finalement, on est très embarrassé avec cette question-là. C'est tellement complexe, c'est tellement variable suivant la situation de l'entreprise, etc., que de boîte à outils duplicables, ce n'est pas facile d'en imaginer. Alors, ce qu'on essaye, c'est le co-développement. Et notre démarche, elle est là, c'est de fédérer au maximum les gens qui s'intéressent à cette question-là et qui en sont en charge pour essayer ensemble de trouver des axes, des actions communes, d'essayer aussi d'appliquer des méthodes qui sont un peu des méthodes professionnelles. Curieusement, quand on essaye de faire avancer cette question de l'égalité femmes-hommes et qu'on est une entreprise, un dirigeant d'une entreprise, on confie cette tâche-là à une femme, généralement cadre, très impliquée sur le plan professionnel, le plus souvent également mère de famille, et on sait que sur cette question de la répartition des tâches et des rôles, la question est loin d'être encore réglée, et sans la doter de budget, de plan d'action, en gros, c'est vous avez qu'à monter un réseau femmes-hommes, c'est bien, puis ça permet à l'entreprise de cocher une case dans son diagnostic égalité, mais derrière, on n'a pas du tout de démarche professionnelle sur cette question-là. Pas de moyens, pas de plan d'action, pas de calendrier. Donc, on essaye ensemble, en co-développement, de fédérer tout ça, puis de partir de ce constat. Si on adoptait une démarche professionnelle, comme si c'était un projet de lancement d'une bagnole, comment on s'organiserait pour faire avancer le schmilblick. Donc, on va chercher des moyens, on met en place un plan d'action, on essaye de mettre en place des indicateurs, et puis on essaye de trouver des actions prioritaires. Donc, pour vous, ce qui fonctionne le mieux, c'est le co-développement. C'est un peu ça.
ce que j'attendais comme réponse, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir une réponse clé, mais l'axe de travail pour vous, ce qui a le mieux fonctionné, c'est de travailler comme sur un projet en co-développement avec les entreprises. Nous, on a d'abord une première action, c'est l'information. Ensuite, Oui, le deuxième niveau, c'est effectivement la fédération, le co-développement. Et puis après, on essaye de trouver des actions qui sont des actions de lobbying. C'est-à-dire qui ont un impact. On est peu nombreux, on n'a pas beaucoup de moyens, donc on ne peut pas faire d'actions de terrain. Et ces actions de terrain, elles sont importantes, mais c'est un peu le tonneau des Danaïdes, puisqu'elles obligent à recommencer sans cesse. Donc, on essaye de trouver des opérations qui vont avoir de l'impact dans la durée et qui vont aussi permettre parfois de faire une opération de communication. Par exemple, sur la question de la mixité des métiers et de l'orientation scolaire et professionnelle, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup parce qu'elle intéresse les entreprises qu'on accompagne. On envisage, là, par exemple, de faire une opération sur les stages de troisième, parce que cette opération-là permettra d'abord de répondre à un besoin, celui des stagiaires, celui des entreprises qui sont sollicitées, etc., mais aussi permettra d'attirer la lumière. Si on réserve dans certains secteurs des stages de troisième à des collégiennes, on a potentiellement de l'impact. Je vais être obligée d'interrompre parce que je sais que Florence, mais c'est bien parce que moi, je pense que tous ces sujets commencent très tôt et de effectivement faire découvrir. On sait que les stages de troisième sont déterminants très souvent pour des choix d'études et de carrière. Donc, bravo à vous. Un grand merci, Eric, parce que je sais que, comme tous les intervenants, d'ailleurs, vos agendas et que vous avez accepté de prendre du temps pour nous, pour Pink Innov et pour nos participants. Donc, un grand merci. Et puis, à très, très bientôt avec le Printemps des Fameuses et à très bientôt à Nantes. Donc, un grand merci. Avec plaisir, et puis j'en profite pour vous inviter à vous inscrire le 24 juin au Printemps des Fameuses. Alors, il aura lieu en partie en présentiel et pour l'essentiel en distanciel. Donc, vous êtes les bienvenus. On parlera de l'amour. Cette année, on a 4 sujets: argent, amour, santé, bonheur. Bon, je pense que l'amour est un sujet bien partagé. Donc, voilà. Merci. Je pense qu'il l'est aussi. L'argent aussi, c'est bien d'évoquer ce sujet-là pour les femmes. Bravo. Le nerf de la guerre. Sur YouTube, il y a effectivement des intervenants super sur la question de l'argent qui sont intervenus le 26 mars et vous pouvez retrouver tout ça sur YouTube. Oui, j'ai participé, c'était passionnant. Merci encore. Claudia, je te laisse présenter notre dernière intervenante avant qu'on ait le droit de s'amuser. Alors, justement, vous m'avez apporté la meilleure transition qui soit en disant l'argent, c'est important. Et je pense qu'avec Florence, nous avons une hackeuse du système financier en faveur des femmes. Et je trouve ça vraiment passionnant, ce parcours, parce qu'on parle beaucoup souvent des idées, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut mettre en place, de l'éducation, bien sûr, qui est importante. Et on oublie souvent, d'ailleurs, en tant que femme, je pense qu'on peut le dire, nous, souvent, en tant que femmes, on oublie ce facteur financier sans lequel, effectivement, rien n'est possible. Donc, Florence, après un parcours au Crédit Lyonnais, en grande entreprise, avec des diplômes d'école de commerce, dont le SCP ou Centrale Lille, a monté en 2009, si je ne dis pas de bêtises, Femmes Business Angel. Et Femmes Business Angel, c'est ce qui manquait à beaucoup de femmes et à beaucoup de projets au féminin qui ont pris, je pense, des claques devant le banquier ou devant des business angels en disant « Où est le CEO ? Vous êtes qui ?» Donc, je pense qu'elle est arrivée sur une démarche, elle va nous en parler, où elle investit donc sur énormément de projets d'innovation et projets portés par des femmes, et elle va nous livrer son témoignage sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'elle a apporté, sur les enjeux, ce qu'elle voit à l'avenir sur ce projet-là. Merci beaucoup, Claudia. Bonjour. Vous m'entendez ?
Oui, très bien, Ok. Florence. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être là parmi vous aujourd'hui et merci de m'avoir invitée. Alors, j'ai écouté les 2 précédents témoignages avec beaucoup d'intérêt parce qu'effectivement, ça résonne pas mal par rapport à ce que l'on fait et notre écosystème de… Donc, moi, je vais parler plus d'argent, effectivement, mais tout ça est très lié et je dirais que voilà, on a touché du doigt déjà les sujets qui pour nous, sont les sujets clés. Et quand on parle de femmes ingénieures, notamment, puisque j'en suis une, hein, c'est ma formation de base, en fait, un des points principaux, c'est qu'on n'a pas assez de femmes ingénieures, notamment dans la partie des projets innovants, ce qui explique qu'on a aussi peu de porteuses de projets dans des sujets qui sont des sujets tech et qui intéressent justement l'investissement. Alors, pour revenir à qu'est-ce que Femmes Business Angel déjà en 3 mots et qu'est-ce que l'on fait. Alors, on est un réseau, c'est pas moi qui l'ai créé, il a été créé en 2003, effectivement, en partant du constat, déjà en 2003, mais ça n'a pas beaucoup changé, que c'est un environnement sur lequel il y a très peu de femmes qui s'intéressent à l'investissement. Et là, on parle d'investissement dans les startups, donc vraiment très tôt dans la vie d'une entreprise. Il y a très peu de femmes qui s'y intéressent. Il y en avait très peu en 2003, mais il y en a toujours très peu aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup évolué. Et ce n'est pas normal parce que finalement, c'est une activité qui est passionnante. Et pourquoi les femmes ne sont pas plus investies ou ne s'intéressent pas plus à l'investissement? C'était vraiment une des questions qu'on s'est posées et qu'on se pose d'ailleurs toujours et pour lesquelles on fait pas mal d'études, parce que quand je dis très peu, donc aujourd'hui, 90% des business angels sont des hommes, donc 10% de femmes à peu près, hein, à 1 ou 2% près, on doit être à peu près à ce niveau-là. Et ça évolue assez peu, même si notre réseau se développe beaucoup. Alors, juste pour préciser, donc qu'est-ce qu'un business angel? Un business angel, c'est un investisseur privé, une personne physique qui investit donc son propre argent au capital de jeunes entreprises innovantes. Et donc, ça très tôt dans la vie de l'entreprise. Alors, je veux sortir un peu des schémas et des stéréotypes. Les business angels, ce n'est pas obligatoirement des gens qui ont les poches très, très profondes et qui investissent des gros montants. Il y en a qui sont très emblématiques, d'ailleurs, surtout des messieurs. Mais ça, c'est quelques business angels très connus. Mais je dirais que l'essentiel des business angels aujourd'hui en France, alors il n'y en a pas énormément, hein, puisqu'on dit qu'on est 10-12 000, plus beaucoup de business angels individuels qui sont difficiles à compter. Mais en tout cas, dans la sphère de ce qu'on connaît, 10-12 000. Ce sont globalement alors des profils de cadres, d'entrepreneurs, de professions libérales qui sont plutôt en fin de carrière, mais on voit que chez nous, par exemple, chez FBA, cette caractéristique n'est plus vraie puisqu'on a beaucoup de femmes qui nous rejoignent et qui sont vraiment toujours en activité et de plus en plus jeunes et qui souhaitent redonner ou en tout cas participer au développement économique de toutes ces jeunes entreprises, cet écosystème entrepreneurial hyper énergisant et innovant, en investissant donc des montants qui ne sont pas le montant moyen d'un investissement d'un business angel dans un projet, c'est entre 10 et 15 000 euros, donc c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est que ça reste à la portée d'un certain nombre de personnes pour non seulement investir, mais aussi les accompagner et apporter leurs compétences, leur carnet d'adresses, leur expérience après, parce que dans le développement de l'entreprise, en participant, en étant actionnaire minoritaire, mais en étant actionnaire et en accompagnant ces jeunes entreprises. Bon, voilà, ça, ce sont les business angels, donc c'est passionnant. Et aujourd'hui, il n'y a que 10% de femmes dans cette activité. C'est donc pour ça qu'a été créé FBA, donc il y a une quinzaine d'années. Alors, je vous avoue qu'il y a 15 ans, enfin, moi, j'ai rejoint FBA en 2009, il y a 12 ans. Et clairement, en 2009, on nous regardait un peu de haut et on nous considérait quand même comme mais qui sont ces femmes qui veulent s'amuser et mettre de l'argent dans des startups. Voilà, il y avait un peu de condescendance. Je pense que les choses ont beaucoup changé et qu'aujourd'hui, on fait partie de cet écosystème en étant à la fois évidemment prise au sérieux, mais aussi comme un élément clé parce que justement la mixité dans l'investissement et notamment vu du côté des entrepreneurs, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de valeur ajoutée et on est là pour le pousser.
On est le seul réseau féminin en France, on est un des premiers en Europe. Et puis, on fait beaucoup d'opérations, et ça, c'est justement pour essayer de développer cette activité. On fait beaucoup d'opérations de communication, de formation. On a écrit l'année dernière un livre blanc sur justement les femmes, l'investissement et l'actionnariat comme levier de la réussite économique des femmes, qui s'inscrit vraiment dans toute la démarche qui est en cours, et notamment la démarche du gouvernement sur ce sujet, pour montrer à quel point justement on est dans un écosystème où la mixité est très très peu présente et vraiment nécessite d'être développée. Donc on a vraiment pour vocation, notre vocation elle est double, elle est d'inciter d'avoir beaucoup plus de femmes dans cette activité d'investissement et de business angel, et en fait elle permet de rétablir un certain équilibre dans le financement des entreprises, puisque je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, effectivement, on a un déséquilibre patent dans les fonds, dans l'affectation des fonds qui sont affectés aux entreprises portées par des femmes, voire même des équipes mixtes, par rapport aux entreprises portées par des équipes masculines. Donc, le fait d'être plus de femmes investisseuses permet aussi de travailler sur ce déséquilibre. Puisque nous n'investissons pas, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, exclusivement dans des entreprises portées par des femmes. Nous sommes des femmes investisseuses, mais on investit dans tout type de projet. Et c'est là où justement c'est intéressant de regarder nos statistiques, parce qu'on voit que malgré tout, l'impact est majeur. Alors, peut-être pour commencer, vous continuez, je vais faire un point sur l'entrepreneuriat au féminin aujourd'hui, puisqu'on n'en a pas parlé. L'entrepreneuriat au féminin aujourd'hui, il y a pas mal de chiffres qui circulent, mais finalement, on dit qu'aujourd'hui, il y a 40% d'entreprises qui se créent, qui sont des entreprises portées par des femmes. Alors, c'est bien, ça c'est positif, c'est une évolution positive. Mais si on regarde un petit peu plus loin dans les chiffres, ces chiffres, et qu'on les analyse, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est beaucoup d'entreprises individuelles, de petites entreprises, et dans des secteurs d'activité qui sont dits, entre guillemets, plutôt féminins. Et si on regarde, si on focus plus particulièrement sur l'entrepreneuriat innovant et je dirais qui est celui qui est financé par les mondes de l'investissement et qu'on va appeler start-up, parce qu'on appelle aussi aujourd'hui start-up un peu tout. En fait, une start-up, dans la définition de l'investissement, c'est une entreprise qui comporte une innovation et surtout qui a un potentiel de scalabilité, donc de développement fort et de croissance forte. Et c'est ce qu'on recherche en fait dans l'investissement. Si on regarde dans cette activité, dans ce type d'entrepreneuriat, dans ces entreprises, alors là, les statistiques chutent dramatiquement puisqu'on n'est pas à 40%. On trouve plusieurs chiffres, mais je vais dire qu'on va être entre 5-10% de sociétés portées par des femmes, et puis encore une dizaine de pourcents de sociétés qui sont portées par des équipes mixtes. Donc 80 ou 85% de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'innovation et donc des startups, c'est plutôt un entrepreneuriat exclusivement masculin. Et ça, en fait, ça s'explique par, quelque part, un peu toutes les raisons qui ont été évoquées précédemment dans les 2 précédents témoignages, c'est-à-dire pas assez de femmes ingénieures, puisqu'en fait, souvent, quand même, à l'origine, ce sont des projets technologiques, et donc il n'y a pas suffisamment de femmes qui sont impliquées dans ces projets-là, et donc qui ont cette dimension de démarrage d'un projet sur une base de technologie. Et puis derrière, des tas de raisons plus environnementales et culturelles qui font que les femmes se lancent moins dans ce type d'entrepreneuriat. Donc, par rapport à cette situation, en fait, donc déjà, on part d'une situation où, dans l'entrepreneuriat, il y a un très fort déséquilibre entre l'entrepreneuriat féminin ou mixte, puisqu'on a tendance à parler d'entrepreneuriat féminin dès qu'on met une fondatrice dans l'équipe, de façon à gonfler un peu les chiffres, mais les équipes féminines pures, alors là, il y en a très, très peu. Et puis, l'entrepreneuriat au général. Donc, ça, c'est la situation de l'entrepreneuriat. Si on regarde la situation maintenant du financement de ces startups, donc on part déjà de cette situation de base qui est très déséquilibrée. Et alors, quand en plus on regarde la partie financement,
Alors là, le déséquilibre s'accentue encore. Donc, c'est pas extraordinaire. Alors, je vais peut-être partager mon écran pour partager avec vous la chaîne de financement pour que… oui, ça doit être celui-là. Voilà. Voilà. Pour expliquer un petit peu comment ça se passe et à quel moment on intervient sur la chaîne de financement des startups. Aujourd'hui, en fait, une entreprise qui se crée, c'est une entreprise qui va aller chercher de l'argent en love money avec des concours, des aides, des subventions. Et donc, ça permet généralement de lever les 100 000 premiers euros. Et puis ensuite, nous, en tant que business angel, on investit tout de suite après. Donc, on est dans les premiers investissements qu'on appelle vraiment le pré-amorçage ou le pré-seed ou l'amorçage sur des tours de table qui vont être entre 100 000, 200 000 et jusqu'à 1 million, 1,5 million d'euros. Et là, on se retrouve avec des entreprises qui ont entre 2-3 ans d'existence et qui commencent à avoir du chiffre d'affaires parce qu'elles ont fait la preuve de leur concept. Et puis après, ce sont l'ensemble des fonds professionnels qui prennent le relais. Donc nous, on est souvent en même temps que le crowdfunding ou un peu avant ou un peu après, mais souvent en cofinancement. On peut être en cofinancement avec le crowdfunding et des fonds d'amorçage. Et puis ensuite, ce sont des fonds qui vont permettre de financer le développement futur, c'est-à-dire les séries A, les séries B, etc. Et donc les plus grosses levées de fonds. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que quel que soit finalement l'angle, enfin le moment du financement, ce déséquilibre en termes de financement dont je vais vous parler, il est le même partout, voire il s'accentue. C'est-à-dire que plus on fait des levées de fonds importantes, moins il y a de femmes et d'entreprises portées par des femmes qui sont financées. Donc, cette déséquilibre au niveau du financement, il est vraiment partout. Donc, ça je vous l'ai dit, hein, une situation vraiment très déséquilibrée au niveau des startups innovantes, avec très peu d'équipes féminines. Et donc, quelques chiffres sur le financement de l'innovation. Je ne vais pas vous donner trop de chiffres parce qu'il y en a énormément. Mais en 2020, donc ça, c'est une étude récente qui a été sortie pour Sista et une étude du BCG, 91% des fonds qui sont levés, donc qui vont financer cette innovation, sont destinés à des startups qui sont portées par des équipes masculines. C'est pas financé, c'est porté par des équipes masculines. Donc ça, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire que les startups féminines ont très peu de fonds. Donc, dans ces statistiques, qu'est-ce qu'on a ? Il y a deux angles, en fait. Il y a les montants et en nombre. 84% des startups financées sont portées par des hommes, 13% par des équipes mixtes et 3% par des équipes féminines. Mais globalement, comme en plus, on finance plus les hommes que les femmes, puisqu'en moyenne, un projet masculin lève 2,5 ou 2,3 fois plus de fonds que les projets féminins. Globalement, donc 91% des montants de financement sont destinés à des équipes masculines. Et donc, c'est ce que je disais, si on revient à ma chaîne de financement précédente, en fait, l'écart se creuse vraiment, c'est-à-dire que plus on monte dans les tours de table, plus cet écart est important, et je crois que c'est au-dessus de 100 millions d'euros. Il n'y a plus du tout, en 2020, il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus de dirigeantes masculines dans les sociétés qui sont financées. Il n'y a pas non plus énormément de deals, mais c'est quand même un point important. Et le deuxième point, alors ça c'est sur les opérations de 2020, si on regarde les opérations globalement, le portefeuille des participations, et ça c'est une étude de France Invest, en fait si on regarde globalement le portefeuille de participation, c'est-à-dire le cumul de tous les investissements en cours des années précédentes jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 10% dans leur portefeuille global de participation, 10% de sociétés qui sont portées par, dont la dirigeante, présidente, directrice générale ou gérante est une femme. Donc, quel que soit l'angle, on se retrouve de toute façon toujours avec des statistiques où on se retrouve avec du 10% de financement féminin. Alors,
évidemment, ça interpelle, enfin, en tout cas, moi, nous, ça nous interpelle, et c'est aussi pour ça qu'on existe et pour ça qu'on est là. Et du coup, pourquoi ce déséquilibre? Alors là, je pourrais en parler pendant des heures, mais comme je crois que mon temps est compté, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Pourquoi ce déséquilibre qui, moi, je trouve vraiment à la fois injuste, choquant et puis surtout sous-performant. On a parlé précédemment de performance. Je pense que c'est un énorme levier de performance économique qui n'est pas exploité. Alors, pourquoi ce déséquilibre? Bon, il y a des tas de raisons déjà culturelles qui font que les femmes donc, se lancent moins dans l'entrepreneuriat, il y a moins de femmes dans la partie technique, il y a aussi souvent des environnements familiaux, les statistiques sur l'héritage et la transmission, par exemple, sont assez surprenants en termes d'entrepreneuriat féminin. Il y a des inégalités aussi au niveau de l'accès aux ressources initiales, puisque quelque part, les femmes ont moins de patrimoine, donc finalement moins de moyens pour se lancer dans des startups. Mais au-delà de ça, il y a aussi des phénomènes liés au fait que quand on est une femme entrepreneuse et qu'en face de nous, les financeurs sont des hommes, on crée tout de suite des biais qui sont probablement même inconscients pour beaucoup, et qui font qu'on arrive avec, et des études très sérieuses l'ont démontré, et c'est là où c'est intéressant, on arrive avec, je dirais, moins de chances de lever des fonds que quand on est une équipe masculine ou éventuellement une équipe mixte, parce qu'aujourd'hui, la mixité devient vraiment un critère important. Alors, je ne veux pas rentrer dans des stéréotypes, mais ces notions de présomption d'incompétence et surtout ces biais sectoriels sont très importants. C'est-à-dire que il y a des études qui ont montré qu'une femme ou une équipe féminine qui pitch dans un domaine dit féminin avait à peu près autant de chances de lever des fonds qu'un homme qui pitch dans un domaine féminin. Donc là, on va parler d'égalité. À l'inverse, une équipe féminine qui va pitcher sur un secteur dit masculin, et là on rentre dans les domaines notamment de texte, d'intelligence artificielle, et puis évidemment tous les domaines peut-être un peu plus industriels, alors elle a moins de chances de lever des fonds parce qu'il y a une sorte de présomption d'incompétence qui existe. Et donc il y a vraiment ce déséquilibre qui se crée au moment de la levée de fonds. Donc, mettre des hommes en face de femmes entrepreneurs, ça désavantage évidemment les femmes qui pitchent, notamment dans ces domaines. Et malheureusement, ce sont ces domaines-là qui sont les domaines les plus porteurs et les plus où vraiment on va avoir des entreprises qui vont être scalables et qui vont se développer. Donc, il y a ces biais sectoriels, et puis il y a aussi ces biais qui sont un peu plus importants, qui sont les biais sur la vision un peu genrée de l'entrepreneuriat. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Et donc là, ce n'est pas du tout objectif, puisque quand on est amené à investir, notamment dans une société très, très jeune, on investit sur une équipe. On n'investit pas sur un passé, on n'investit pas sur un business plan et des réalisations passées, on investit sur des projections, un business plan, mais en fait, on investit sur une équipe. Donc, justement, les ressentis et les appréciations qui sont personnelles, et ces biais sont d'autant plus importants pour les jeunes entreprises que pour les entreprises plus matures. Donc, en fait, ces biais, ces différences entre les stéréotypes de l'entrepreneur et la vision qu'on en a quand on est investisseur sont vraiment importants pour le financement de l'innovation. Et là encore, il a été démontré que même si c'est inconscient, ces stéréotypes, cette vision genrée de l'entrepreneuriat, elle a un impact négatif sur la façon dont les fonds sont destinés sont affectés aux entreprises. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette situation et au fait que les hommes ont plutôt tendance à investir dans des entreprises qui leur ressemblent? D'abord, il faut plus de mixité dans les équipes d'investissement. Donc, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de ces sujets-là. Il y a des mouvements en cours. Il y a eu la charte Sista qui a été mise
et le manifeste, qui a voulu démontrer ces inégalités. Il y a une charte France Invest pour plus de mixité dans les équipes d'investissement. Et puis, par exemple, nous, c'est ce qu'on fait chez FBA quelque part depuis 18 ans, c'est vraiment d'arriver à démontrer que plus de mixité dans l'investissement, c'est donner plus de chances aux équipes mixtes ou entrepreneuriales féminines pour lever des fonds. Et nos stats le prouvent, puisque d'abord, on attire plus de projets féminins que la moyenne de l'ensemble des business angels. Et puis surtout, on en finance beaucoup plus, puisqu'en moyenne, on va financer entre 30 et 50%, enfin 30 et 50% des fonds que nous investissons sont investis dans des sociétés portées par des équipes mixtes ou féminines. Alors que je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt moins de 10%. Donc, le fait de mettre des femmes investisseuses, très clairement, ça permet, et c'est statistique, et c'est lié à tous les éléments d'appréciation et les biais genrés dont je parlais précédemment, ça permet vraiment de favoriser le financement de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, plus de mixité dans les équipes d'entrepreneurs, c'est vraiment un point, dans les équipes de financement, c'est vraiment un point important, et c'est ce à quoi on travaille donc depuis 15 ans. On fait un forum de l'investissement féminin, on fait beaucoup de communication, on fait des formations pour former les investisseuses, parce que finalement, je crois que comme dans tous les domaines, les femmes ont besoin de penser qu'elles sont en maîtrise de tous ces sujets, d'être formées et d'être rassurées, et donc on fait beaucoup de formations. On a fait donc ce livre blanc dont je parlais pour montrer un petit peu toutes ces statistiques et les conséquences en fait de ces statistiques, parce que au final, alors tout à l'heure on parlait, j'entendais parler de levier de transformation. La diversité est un levier de transformation, la mixité. Moi, je vais plus loin. Je pense que la mixité et la diversité, ce sont, et là je prends ma casquette vraiment d'investisseuse, ce sont des leviers de performance économique. Et là encore, c'est sur des sujets sur lesquels il y a des études extrêmement sérieuses. Et c'est très intéressant de voir ces études-là, parce que enfin, on ose démontrer et de façon factuelle et avec des chiffres, des sujets sur lesquels jusqu'à maintenant qui n'étaient pas très, très adressés. Donc, on démontre aujourd'hui, et il y a des instituts d'études très sérieuses sur le plan mondial, notamment aux États-Unis, mais aussi maintenant en France et en Europe, que la mixité et la diversité sont des facteurs de performance économique. Et du coup, ça commence à résonner aussi, peut-être, un petit peu plus aux oreilles de la communauté d'investissement, qui se dit, finalement, si mon portefeuille est plus mixte et qu'il est plus performant, c'est au-delà de cet engagement sociétal et pour une société plus juste et plus inclusive, finalement, c'est aussi un facteur de performance, et donc c'est une façon aussi de mobiliser les investisseurs sur cette thématique. Donc voilà, ce qui est important, c'est que cette mixité, c'est un facteur de performance économique. Et puis merci Florence, je vais devoir t'interrompre quand j'ai le mauvais rôle, Florence, mais je vais absolument laisser aussi du temps en question. Moi-même, je suis... Pardon, vas-y, je te laisse. Voilà, deux points de positifs. Juste je termine sur un petit peu de perspective et de prospective. Je crois qu'aujourd'hui, on inclut aussi dans nos choix d'investissement des critères environnementaux, sociétaux qui deviennent très importants. Et comme les femmes sont quand même très en amont sur ces sujets-là, notamment les sujets d'impact, je pense que c'est aussi une façon de redonner une meilleure place aux femmes, à la fois dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat. Et puis d'autre part, il y a aussi un rajeunissement de l'ensemble de cette sphère. Et ces déséquilibres sont beaucoup moins vrais dans les équipes plus jeunes. Donc, c'est aussi pour redonner un peu de perspective positive et terminer sur une note positive. Voilà, et je réponds à toutes vos questions. Je te remercie, Florence. Et encore merci beaucoup, Florence. Ce mauvais rôle du timekeeper, mais il en faut un. C'est très intéressant parce que Florence finit par une perspective qu'on avait déjà entendue chez Eric, qui est cette idée de transformation. La transformation dont parlait Eric, vous la mentionnez, on la devine aussi quand vous dites effectivement les femmes, et c'est vrai, sont au cœur des sujets sociétaux et environnementaux, et au sein de plusieurs RH, on voit cette tendance à effectivement aller avoir plutôt une logique à
avoir des femmes recrutées pour ces sujets-là. Et peut-être qu'en termes de projets, si je comprends bien, elles sont quand même beaucoup plus nombreuses sur ces projets-là. Donc, c'est aussi une transformation. Je trouve la perspective assez intéressante parce que souvent, on ne lit pas les deux. On dira oui, les femmes, et je trouve que de ce point de vue-là, c'est peut-être un sujet qui peut faire rebondir d'autres personnes, mais lier les deux en disant que finalement, les deux, c'est un cercle vertueux dans lequel les deux sujets ne peuvent qu'avancer de pair, et les femmes et l'environnement. Tout à fait. Et on a d'ailleurs, nous, on le voit vraiment dans nos stats, on a de plus en plus de projets donc, dits à impact. Et sur ces projets dits à impact, on a une part beaucoup plus importante d'entrepreneurs qui portent ces projets et qui sont financés avec du succès, etc. Donc cette évolution, on la sent depuis 2-3 ans et je la trouve extrêmement positive. Est-ce que, excusez-moi, est-ce qu'il y a des réactions, des questions pour Florence? N'hésitez pas à lever la main ou prendre directement la parole. Pas vraiment, je sais que c'est toujours un sujet qui intimide, justement. Mais moi, j'en ai une, mais c'est plutôt un partage. Je veux savoir comment vous agissez là-dessus, parce que je sais que vous le faites. Moi-même, je suis femme business angel. Bravo Florence. Donc, Véronique C. vous félicite. Est-ce que Véronique, tu as une question ou, Non. Bonjour tout le monde, bonjour Véronique, bonjour Florence. Non, pas de question, simplement, oui, bravo, tout ce qui fait avancer, tout ce qui va avancer le sujet, y compris évidemment financièrement dans ce monde où c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre, bien entendu. Moi, je suis associative, donc je connais bien les limitations d'action quand on n'a pas les moyens. Donc, non, bravo, et voilà, que ce genre d'intervention donne des idées et fasse… confiance. Voilà. Ouais. Et moi, Florence, merci beaucoup Véronique de participer. On va passer aux ateliers. Mais donc moi, j'ai investi en tant que business angel. Et tu l'as un peu abordé, mais ce qui m'étonne aussi, et ça c'est vrai pour la négociation salariale, c'est vrai pour beaucoup de sujets, que les femmes elles-mêmes ne se sentent pas compétentes ou ne se sentent pas aptes. Elles pensent que ce n'est pas pour elles. Et aussi, il faut dire que le milieu financier, qui est quand même fort masculin, ne pense jamais à proposer aux femmes des investissements à risque. On pensera qu'une femme, et je l'ai vraiment vu, c'est pas qu'elle s'achètera, si c'est une femme qui a certains moyens, elle va s'acheter un sac à main de designer, etc. Et que beaucoup de femmes pensent que même si elles n'ont que, alors pour beaucoup, ça peut pas être une somme, mais 5 000 €, elles ne vont pas penser qu'elles peuvent prendre ce risque, et aussi elles ont beaucoup l'idée que, par exemple, par rapport à leur famille, ils voudraient peut-être mieux dépenser cet argent pour le bien de la famille, etc. Que les hommes n'ont pas ce genre de réticence. On peuvent les avoir, mais en général. Donc, je sais que vous faites des campagnes, mais comment vous arrivez à dire aux femmes, si, c'est pour vous aussi d'être investisseuse et et je vois que, alors, pas son prénom, mais notre amie de femme ingénieure a une question. Saïmé. Voilà, mais excuse-moi pour, pas de souci. Pour avoir oublié ton nom. Alors, Florence, peut-être tu veux poser ta question, puis comme ça, Florence, en fait, ce n'est pas une question, mais c'est aussi un témoignage et puis qui abonde. Alors, moi, je suis investisseuse depuis peu. Je suis ingénieure à la base. Je suis venue à l'investissement depuis 1 an. Et en fait, je pense que c'est quelque chose à laquelle je n'y avais jamais pensé. C'est-à-dire qu'au cours de toutes, je dirais, mes études, on ne m'en avait pas parlé. Et puis, je n'avais pas rencontré dans mon entourage des gens qui m'en avaient parlé. Et en fait, j'ai été tombée effectivement sur une des communications des femmes Business Angel. Et je m'étais dit, pourquoi pas, sauf que j'ai participé effectivement à un des événements des femmes Business Angel. Je ne me sentais pas armée pour. Et j'avais peut-être la fausse idée qu'il fallait absolument avoir un patrimoine énorme pour pouvoir investir dans des sociétés. Et donc, je me suis formée
à côté, avec une femme extraordinaire aussi qui fait en fait, qui éduque une communauté, je dirais, des femmes business angels. Alors, je donne son exemple aussi parce que je pense que je dirais, c'est en plus de ce que fait Femme Business Angel. En fait, sa société s'appelle On Your Cash et elle s'appelle Imen Maharzi. Et en fait, je me suis formée avec elle parce que je pense que j'avais besoin, je ne me sentais pas légitime d'aller dans cette situation-là parce que je n'avais pas les armes, je ne connaissais pas le langage, je ne savais pas comment on parlait dans ces milieux-là. Ça peut paraître bête, mais quand on arrive à la première réunion où tout le monde pose des questions et nous, on se dit, mais j'ai même pas le vocabulaire en fait pour discuter avec ces gens-là, ça peut paraître difficile et compliqué. Et en fait, en me formant, je me suis rendu compte que c'était finalement très simple, qu'on n'avait pas besoin d'un bagage financier très important non plus. Vous pouvez investir en crowd equity, vous pouvez investir en crowdlending, vous pouvez investir, je dirais en tant que business angel aussi, individuel dans des sociétés. Le tout, c'est d'avoir envie d'accompagner, je dirais, des entrepreneurs dans leur aventure. Et en fait, moi, maintenant, j'ai des entrepreneurs qui viennent vers moi, qui me sollicitent en fait pour les investissements. Voilà, je le dis, je leur dis à chaque fois, moi, je ne peux investir que 5 000 € dans votre projet. Mais par contre, je peux aussi parfois les accompagner, leur donner des idées, leur donner des contacts, les orienter vers des gens que je connais qui peuvent les aider à grandir. Et je trouve aussi que ça peut être une façon d'acter. Et alors, je reviens à ce que disait Florence, et vraiment merci beaucoup pour ça. C'est effectivement, quand les femmes vont chercher des investissements, en face des investisseurs hommes, et j'ai eu des exemples très concrets, notamment, voilà, on était dans une discussion, c'est une PhD dans le domaine biomédical qui a développé presque sa formule, en fait, avec ses propres deniers. Elle a fait son proof of concept, elle a avancé pas mal son projet. Quand elle est arrivée devant les investisseurs, la première chose qu'on lui a dit, « Ah, dis donc, vous êtes bien mignonne ». Et malheureusement, ça existe, ce type de réaction. Une autre femme entrepreneur, et en plus, elle n'est pas dans le domaine, je dirais, très masculine. Elle est dans un domaine où peut paraître féminin, mais comme elle avait un peu d'ambition sur son projet, qu'elle a demandé à lever pas mal d'argent, où c'était en face d'un banquier, je le dis exactement, on lui a demandé si elle avait pensé à congeler ses ovules parce qu'elle allait partir dans un circuit, elle ne pouvait pas forcément prévoir de faire des enfants. J'ai fait un entretien avec une autre femme entrepreneur qui a un projet extraordinaire, en fait, qui développe des prothèses mammaires, mais qui sont imprimables en fait en 3D, biodégradables, et en fait petit à petit la chair en fait se reconstruit. C'est notamment pour la reconstruction mammaire après des chirurgies lourdes, et en fait elle a passé un concours d'investissement innovation. Donc, elle est passée par un questionnaire, et en fait, la personne qui était en face de lui pour lui faire la restriction de ce questionnaire, elle me disait, mais le mindset des questions et le retour de la personne que j'avais en face, c'était encore très centré sur la vision masculine, c'est-à-dire qu'on pense forcément qu'une femme qui a 3 enfants, qui a envie de porter un projet innovant, bah, elle aura peut-être pas forcément le temps ou les moyens de… donc en fait, toute cette expérience fait que effectivement, il faut, je pense, à mon avis, éduquer les femmes très tôt. Les ingénieurs, je dirais encore plus, parce que c'est là où on a besoin je dirais des femmes porteurs de sujets innovants, mais aussi éduquer les femmes à s'intéresser et à oser s'intéresser à l'investissement, parce que vous disiez effectivement, moi j'ai eu aussi des gens qui disent, oui, mais c'est peut-être un investissement risqué pour toi. Ne vous mettez pas dans mes chaussures pour savoir qu'est-ce que je pense comme étant risqué ou pas. Laissez-moi mes propres, je dirais, décisions. Voilà. Alors, si je peux finir, qu'on passe aux ateliers. Donc, 2 minutes, puisque chez les femmes ingénieures, on fait très bientôt
aussi un café ingénieuse sur ce sujet-là pour faire venir les femmes ingénieures dans notamment pour le coup, pour porter les projets, mais aussi dans l'investissement. Et ça se fait avec Studio Care, qui est en fait un studio, un incubateur de start-up. Et donc, voilà, je vous invite aussi à regarder éventuellement à nous suivre sur cet événement-là. Voilà, merci pour votre écoute. Merci, Fanny. Florence, je vais te laisser quand même la minute pour peut-être faire ton commentaire sur ça, sur le besoin d'empowerment, hein, comme on dit, des femmes, avant qu'on passe aux ateliers et que j'explique ce qui va se passer dans la session interactive. Donc, je te laisse la minute de clôture. Ok, merci. Non, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Le point clé, effectivement, c'est de penser que les femmes sont tout aussi capables, voire peut-être de plus, que n'importe qui de rentrer dans cette activité, parce que c'est avant tout, et vraiment j'insiste là-dessus, c'est avant tout une question humaine. C'est-à-dire que c'est avant tout d'être capable d'avoir confiance ou de ne pas avoir confiance dans une équipe. Et c'est ça qui est d'ailleurs passionnant, c'est d'avoir confiance en une équipe et ensuite d'accompagner cette équipe et de lui apporter de la valeur ajoutée tout au long de la vie de l'entreprise. Et sur ce sujet-là, je pense qu'on est extrêmement bien placé pour le faire. On est très à l'écoute. On n'est pas là pour imposer notre façon de voir les choses, mais vraiment d'écouter et d'apporter de la valeur ajoutée. Et on est particulièrement bien placé pour faire ça. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que de plus en plus d'entrepreneurs, qu'ils soient masculins ou féminins, mais aussi beaucoup d'hommes, viennent nous voir en nous disant on a besoin de féminiser notre environnement, on a besoin de la valeur ajoutée de la mixité que l'on a du mal à trouver, donc aidez-nous et finalement venez chez nous, investissez, soyez actionnaires, soyez dans notre organe de gouvernance parce que vous apporterez beaucoup de valeur ajoutée et on ne peut pas rester dans l'entre-soi. Donc, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à toutes les femmes. On fait effectivement une formation très approfondie pour donner les codes, mais c'est tout à fait accessible et puis surtout, c'est absolument passionnant. Voilà. Merci beaucoup, Florence.